J'arrive chez la cardiologue qui me fait une échocardiographie et qui me dit mais il y a un gros problème, il va falloir vous opérer. C'est pas une certitude, c'est une évidence que je suis dans une chambre ensoleillée avec une immense baie vitrée et un jour un infirmier rentre dans ma chambre et me dit ça va la morphine? Puis je dis mais c'est le pied quoi. J'ai eu fumé en 2 pétards quand j'étais jeune mais là l'effet c'est impressionnant, c'est infiniment plus fort. Et il me regarde et il me dit je peux pas vous dire ce que c'est. Je peux juste vous dire que c'est pas la morphine. Donc là, depuis ce moment-là, tu comprends que c'est pas juste la morphine, donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Et ça me reconnecte avec cette lumière des soins intensifs. Et là, j'appelle le CHUV. Je demande les soins intensifs et je leur dis vous avez bien une chambre avec des fenêtres? Et ils me disent non, non, la seule chambre qui a une fenêtre, et la fenêtre qui est fermée, elle donne sur une cour intérieure. On n'a aucune baie vitrée, madame. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Laurence, on va parler un petit peu de son parcours hypersensible, elle a aussi vécu une expérience de mort imminente. Est-ce que tu pourrais commencer quand tu étais petite, tu n'avais pas les mêmes intérêts que les autres, tu te sentais à part? Oui, j'avais beaucoup de connexion avec la nature, beaucoup de besoin de jouer, d'être dehors, de ressentir les choses, une immense sensibilité aussi. Oui. Je pense déjà à ce moment-là beaucoup d'intuition et puis de pressenti, mais c'était aussi une période peut-être où c'était pas le bienvenu, en tout cas dans ma famille ou dans le monde à cette époque-là. C'était assez fermé ces ressentis Oui. et cette sensibilité. Et c'est vrai que j'ai souvent eu le sentiment que ce que je ressentais, j'en ai eu honte en fait souvent, parce que j'avais ce sentiment que ça allait pas correspondre à une attente. Ouais. Ou à des besoins et j'ai un peu grandi là-dedans, dans cette espèce d'entre-deux en fait, où tu sens qu'il y a quelque chose mais qu'en même temps ça fait peur parce que tu as le sentiment que c'est un peu interdit quand même, ou qu'en tout cas c'est pas du tout ouvert. Oui. Et puis au fil des années ça a construit chez moi un sentiment que tout ce monde d'hypersensibilité, de médiumnité, d'ouverture au monde invisible. Voilà. Ouais. C'était quelque chose qui était réservé à des personnes qui étaient médiums de mère en fille, où il fallait avoir un don, où il fallait avoir quelque chose. C'était réservé à une élite en quelque sorte. Oui. Donc, avec le recul, et c'est pas un regret parce qu'il a peut-être fallu que je passe par là, mais j'ai le sentiment que j'ai cru, je me suis construite avec cette idée que tout ça c'était fermé, que c'était pas bien, que c'était pas juste, quoi. Ouais. Donc c'était quoi? C'était la nature au départ? C'était quoi c'était quoi l'invisible que tu percevais? C'était les gens qui étaient un peu faux, qui étaient... Oui, alors ça très très vite. Mais en même temps, avec à chaque fois ce sentiment que de toute façon je ne sentais pas juste, donc autant fermer la porte à ça. Oui. Mais oui, c'est ressentir les gens, ressentir à qui j'avais affaire, dans mon contact avec les animaux dont j'avais vraiment besoin pour me sentir bien. Et puis ce sentiment de pressentir les pétillements dans la nature. Ouais. Mais vraiment sans pouvoir poser des mots, et puis sans pouvoir en parler. Et sans aucune... il n'y a pas de livre, à ce moment-là, il n'y avait rien qui parlait de tout ça. Ouais. Donc un grand sentiment de solitude en même temps. Oui. Et tu as commencé à te taire toi-même pour écouter les autres? Avec ce sentiment que si moi je disais des choses qui allaient peut-être déplaire, il fallait que je me taise parce que je risquais de ne pas être aimée en fait. Donc j'ai fait passer ce besoin d'être aimée, cette recherche d'être aimée à tout prix, avant de m'écouter moi. Donc je me suis construite comme ça. Ouais, d'écouter les autres, d'essayer de te mettre un peu dans le moule. C'est ça. C'est exactement ça. C'est un peu triste, mais voilà, on doit le vivre un petit moment en tout cas. C'est ça, c'est se mettre dans le moule et puis c'est se dire, mais en fait la masse fait juste et c'est moi qui fais faux, c'est moi qui suis à côté. Ouais. Donc tu n'apprends pas à t'élever et puis à croire en toi, puis à te dire, mais oui, là ce que je sens c'est juste, puis je vais m'appuyer là-dessus pour grandir, quoi. Donc tu es tout le temps un peu... Enfin, moi j'ai eu le sentiment qu'il fallait que je me mette en dehors de moi, en quelque sorte, et de mes ressentis, pour appartenir à quelque chose à tout prix, quoi. Mais qui ne me satisfaisait pas non plus. Ouais. Et tu sens que ça t'a descendu au niveau de la confiance à cette époque-là, Bien où sûr. après tu dois tout reconstruire? Tout construire tout court. Ouais, c'est ça.
Oui, t'as rien parce que tu es persuadé qu'en fait ce que tu ressens, c'est pas juste, c'est pas aligné, puis que ça dérange en face, et que tu vas te le prendre en retour dans la figure surtout, quoi. On va te dire, Ouais. non mais t'es trop sensible, Mhm. ce que tu dis ça colle pas, c'est pas vrai, tu dis n'importe quoi, enfin voilà, ça Ouais. plutôt. Ouais. Et tu me disais que vers les 21 ans à peu près, tu as commencé à t'intéresser à la vie après la mort. Tu as lu les 2-3 livres qui existaient, je pense, à ce moment-là. Oui, exact. Et tu sentais un peu une lourdeur par rapport à cette vie après la mort. Alors, bah, moi j'avais des grandes angoisses de mort un peu avant l'adolescence, bon aussi liées à toutes les questions qu'on peut commencer à se poser à ce moment-là. Mais personne en face pour répondre à ces questions, si ce n'est éventuellement le curé, mais voilà, c'était pas vraiment ça. Et puis, dans les livres, non, j'ai trouvé aucune réponse, si tu veux, qui me satisfaisait, qui me nourrissait, puis qui me disait, vas-y, c'est ça. Mhm. Et en même temps, ce qu'on voit à la télé, ce qu'on entend, c'est des choses un peu bizarres qui sont plutôt dans le fantastique, qui font peur. Ouais. Puis à me dire, mais en fait, le monde de l'au-delà, c'est un truc qui est gris, qui est sombre, ou c'est lourd, ou c'est triste. Enfin, j'avais cette perception-là de ce monde-là à ce moment-là. Mhm. Ouais. Donc assez négatif, ou en tout cas Oui. un peu entouré de sombre. Ouais, et puis de peur. C'est ça, ouais. Et puis de nouveau, c'est réservé à une élite, c'est pas pour moi, il faut être quelqu'un pour avoir accès à ça, tu vois. Ouais. Et un peu plus tard, tu me parlais de photos, tu as commencé à ressentir des choses sur des photos. Ouais, alors ça c'était une grosse révélation inattendue, parce qu'évidemment que tu grandis en te disant mais moi j'ai pas les perceptions qui sont justes, je suis pas à la hauteur, je sais pas. Et un soir j'étais dans un karaoké avec des amis et une fille me montre une photo d'une amie à elle sur son téléphone. Et là, je lui dis, cette fille, elle a perdu sa mère. Et elle me dit, mais comment tu sais? Et en fait, sur les traits du visage, il y avait quelque chose qui se manifestait, qui moi m'a fait. Pour moi, c'était une évidence. Et j'aurais pas pu te dire, mais je le sais parce que ce trait-là, ça me fait penser. C'était rien d'analysé. C'était une évidence, mais je pouvais juste pas dire d'où ça venait. Ouais. Et puis là, j'ai commencé à me dire, mais si je vois ça, je peux voir d'autres choses. Et puis très vite, je me suis rendu compte que oui, il suffisait qu'on me montre un visage sur une photo pour que j'ai directement les détails, les perceptions de la personne, de qui elle est, comment elle fonctionne, quelles sont ses blessures. Et puis en même temps, à chaque fois, à me dire, mais t'es qui pour dire ça en fait? Ouais. T'as pas cette confiance, t'es convaincu que ça, c'est pas réservé à toi, à qui tu es, parce que t'es juste pas à la hauteur. Ouais. Donc à chaque fois, à me remettre en question et on doute et on cause, alors que c'était déjà là en fait. Et puis c'est quelque chose que j'ai quand même, avec les gens de confiance, continué à faire. Régulièrement, après j'avais des copines qui m'envoyaient des photos de leurs nouveaux copains en me disant « t'en penses quoi ?» Et puis voilà, là oui, alors j'allais dire « mais moi je sens ça, je sens ça, je sens ça ». Et en fait, à chaque fois, ce qui me terrifiait aussi, c'est que c'était pile dedans. C'était tout le temps juste. Positif ou négatif, mais c'était pile dedans. Tout ce que je percevais, c'était exactement comment était la personne. Ouais. Et même si dans un premier temps, on me disait « ouais, non, mais bon, là, non, Laurence, tu te trompes, elle n'est pas comme ça », il y avait de toute façon un moment donné où elle se révélait de cette façon-là et on me disait « mais comment tu fais ?» Et en fait, mais tu fais rien. Ouais. Tu es juste réceptif à ça, quoi. Ouais. Et sur les photos, c'était autant des personnes, que ce soit des personnes décédées ou vivantes. Est-ce que Non, c'était que des personnes vivantes. D'accord. Et des animaux. Ok. Et je pense que j'aurais fermé des portes si ça avait été une personne décédée parce que j'en avais peur. Ouais, tu étais encore dans la phase Complètement. de peur ou de sombre par rapport à l'au-delà. Oui, il y a un risque. Ouais. Et en même temps, à ce moment-là, je commence à découvrir le tarot de Marseille. Alors aussi, dans le but d'aider les copines puis de rigoler avec ça. Mais là, je vais vite me rendre compte qu'en fait, le petit livret explicatif des symboles ne me parle pas du tout. Et qu'en posant un jeu de tarot sur la table, j'ai des sensations qui montent et des images, mais sans être capable de dire d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, ni de le justifier. C'est des choses qui me tombent dessus. Et je ne sais pas quoi en faire. Ouais. Donc c'est vraiment la phase de découverte, en fait. Tout te tombe dessus. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Est-ce que j'ai le droit de l'utiliser ? Oui, et puis en même temps, ce sentiment de honte, parce que comme on ne t'a pas reconnu comme étant médium ou quoi que ce soit, tu te dis, mais en fait, comment est-ce que je vais justifier ce que je fais ? Je n'ai pas de légitimité là-dedans. Ouais.
Donc, j'ai longtemps, parce que maintenant je crois que c'est bon, mais j'ai longtemps gardé un recul à me dire, mais on va pas me croire. Ouais. Puisque déjà petite, ce que je disais, ça percutait pas. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ce serait différent en fait? Ça, je suis sûr que ça va parler à beaucoup de monde qui nous regarde, le côté légitime. En tout cas, tous les gens qui sont soit dans la thérapie, soit qui se lancent dans Bien quelque sûr. chose, c'est compliqué. Ou t'attends en fait qu'on te délivre un diplôme, puis à un moment donné, mais c'est pas le diplôme qui fait que Non. tu peux être qui tu es, quoi. C'est toi. C'est ça. Mais ça, c'est un chemin. Ouais. Ouais, c'est ça, de retrouver la confiance ou de la trouver tout court, La comme rencontrer. tu disais. Ouais. En 2015, tu as vécu quelque chose de très spécial. Tu as été chez un médecin où tu as fait une analyse toute bête. Non, alors en fait, en 2015, je suis à 10 jours de partir en vacances en famille. Donc ma petite dernière a 4 mois et demi à ce moment-là. Je suis fatiguée, mais je mets ça sur le compte de toutes les nouveautés qui sont arrivées. Et j'ai mal à la gorge depuis 2 ou 3 jours de manière assez puissante. Et ma mère me dit, Laurence, va voir le médecin avant de partir en vacances. Si toutefois tu avais vraiment une angine, tu as les antibiotiques, d'ici à ce que tu arrives en vacances, tu seras OK. Je me dis, bon, je déteste les médecins. À ce moment-là, je joue sur le fait aussi que j'ai une franchise de ma caisse maladie qui est à 2500 francs. Donc je me dis, ah, c'est de nouveau de l'argent qui va sortir pour une bête angine. Franchement, qu'est-ce que j'ai de temps à perdre avec ça? Et puis il y a un truc où je me dis, allez, vas-y, c'est pour être bien en vacances. Donc j'arrive chez le médecin, qui a un médecin de garde en plus ce jour-là, donc je ne le connais pas du tout. Il arrive et il me tutoie. Et je me dis, mais c'est qui celui-là pour se permettre de me tutoyer? Mais pour qui il se prend? Et il me regarde la gorge et il me dit, je vais écouter ton cœur. Mais là aussi, je me dis, mais je vais pour un mal de gorge, qu'est-ce qu'il va faire avec mon cœur? Bon, je le laisse faire. Il m'écoute le cœur et il me dit, tu as un sérieux problème. Soit tu as un souffle au cœur, soit tu as une valve, donc une des petites portes du cœur qui ferme plus bien. Tu ne fais plus de course à pied, tu t'arrêtes et demain tu vas chez la cardio. Et je lui dis, j'ai une franchise à 2500 francs, mon cœur va très bien, j'ai juste besoin de quelque chose pour partir en vacances. Et il me répond, non, je pense que c'est plus important que ça. Demain, donc il prend rendez-vous chez la cardiologue qu'il connaît, demain tu as rendez-vous chez cette cardiologue à 13h30, t'y vas. Et je me dis, mais il a juste rien compris, si ça se trouve, le souffle, c'est une pneumonie qu'il n'a pas su. Enfin, moi, je remets complètement en question cette personne à ce moment-là. Ouais. Et le lendemain, je me rends chez la cardiologue en disant à mes filles et à mon ex-mari, mais ouais, j'en ai pour une demi-heure, je reviens, quoi. Donc, je pars vraiment dans cette optique. Ils sont tous à côté. Et moi, je pars en vacances dans une semaine, débrouillez-vous. Et j'arrive chez la cardiologue qui me fait une échocardiographie et qui me dit, mais il y a un gros problème, il va falloir vous opérer. Et ouais, avec un stress assez... que moi, je palpe en tout cas. Et tout de suite, c'est la panique parce que le cœur, c'est pas l'opération légère. Ouais. Donc je me dis, ah ouais, donc les vacances, les filles, enfin, je suis déjà en train d'échafauder 15 000 choses dans la tête. Et elle me dit, j'ai pas le moyen de vérifier ça, mais j'ai la crainte que vous fassiez une rupture de l'aorte. Et je lui dis, mais j'ai aucune douleur, je sens rien. Et elle me répond, oui, mais ça peut être asymptomatique. Donc la seule chose pour avoir le cœur net de ce que vous avez, c'est d'aller jusqu'à RIA faire un scanner. Et là, je lui ressors, oui, mais j'ai 2500 francs de franchise. Donc bon, aujourd'hui, j'en rigole, mais sur le moment, je suis vraiment attachée à ce montant. Puis je pense qu'il y a une part de moi qui se réfugie là derrière. Et elle m'amène, enfin c'est son collègue du coup qui m'amène à RIA. Moi je suis en larmes dans la voiture parce que je me dis mais je vais mourir, je vais laisser 3 enfants orphelins. Si c'est ce qu'il a dit, c'est hyper grave. En 10 heures de temps, c'est fini, je vais mourir quoi. Ouais. Et là, ben, je suis face à ma propre mort qui pourrait arriver. Et pour moi, c'est, mais je pense, le pire moment de toute ma vie. Arrivé à RIA, on me fait ce scanner. Et effectivement, le diagnostic tombe. Ouais. Ben, mon aorte s'est déchirée. On ne sait pas pourquoi, comment, mais ce n'est pas la question. C'est une opération à cœur ouvert qu'il faut faire en urgence. Et là, ben, je suis transportée au CHUV en ambulance parce que c'est un soir de brouillard, mais comme j'avais peur d'hélicoptère, ça m'arrange. Je me dis, au moins pas ça. Et arrivé au CHUV, alors là, je suis prise en charge directement par l'assistant chirurgien cardiaque qui me dit « Vous inquiétez pas, on va vous sortir le cœur, on va le réparer, on va le remettre. » Et là, je lui dis « Mais comment ?» Et j'ai à peine le temps de me dire « Attends, là, c'est Grey's Anatomy, enfin, il y a un souci, ouais, c'est série américaine. » Et là, je pars. Enfin, je suis endormie, je suis en mode opération.
J'ai aucun souvenir du moment de cette opération, évidemment, puisque je dors. Et, et je vais me réveiller avec cette... c'est pas une certitude, c'est une évidence que je suis dans une chambre ensoleillée avec une immense baie vitrée. Il y a une lumière de fou. Il y a un sentiment de sérénité intérieure incroyable. Et à ce moment-là, on est 2 par chambre. Le rideau, dans ma tête, dans mon souvenir, le rideau est ouvert et j'ai la vision directe sur mon voisin de chambre qui a un masque oxygène sur le visage et je sais qu'il est dans le coma et je sais que c'est mal pour lui, enfin qu'il n'est pas bien, quoi. Et dans ma tête, c'est ça. Et j'ai ce sentiment de lumière puissante et de sérénité, mais tellement incroyable. Et je me dis, waouh, la morphine, c'est trop bien. Ouais. Parce que, vu qu'on a dû m'ouvrir le thorax, évidemment que je suis sous morphine pour la douleur. Oui. Et moi, je mets ça sur ce compte-là. Donc, je passe 3 jours à me sentir vraiment comme une miraculeuse que je suis, parce que on vient m'annoncer qu'en fait, pendant l'opération, quand ils ont ouvert, non seulement l'aorte ascendante était déchirée, mais 2 coronaires étaient aussi en train de déchirer. Et pendant l'opération, j'ai eu une hémorragie. Donc, voilà. Ouais, c'est beaucoup de choses, ouais. C'est beaucoup, mais à aucun moment on me dit votre cœur s'est arrêté, on a dû relancer. Enfin, il n'est pas du tout question de ça. Et moi, je me souviens que la première personne qui vient me voir, c'est ma sœur, et je lui prends les mains et je lui dis mais profite, la vie, c'est tellement beau. Et à ce moment-là, moi, j'ai vraiment je vis à l'intérieur de moi, mais en fait, la vie, c'est juste un miracle. C'est un cadeau, c'est pas un dû. C'est juste magnifique qu'on soit là maintenant. Ouais. Et c'est un message à ce moment-là que j'ai juste envie de partager à des centaines de kilomètres. Et toutes les personnes qui vont venir me voir, alors il n'y en a pas des masses, mais elles ont énormément compté pour moi. Toutes les personnes qui viennent me voir, c'est des instants qui sont magiques parce qu'il y a cette bulle de lumière autour de nous, il y a une autre connexion à un autre niveau. Et là, je me dis, waouh, cette morphine quand même, c'est trop bien. Donc tu mettais tout sur le compte de la Bien morphine sûr. au départ. Mais oui, parce que aucune conscience de quoi que ce soit d'autre qui ait pu arriver. Et un jour, un infirmier rentre dans ma chambre, il me dit « ça va la morphine ?» Puis je lui dis « mais c'est le pied quoi. J'ai eu fumé en 2 pétards quand j'étais jeune, mais là l'effet c'est impressionnant, c'est infiniment plus fort. » Et il me regarde et il me dit « je peux pas vous dire ce que c'est, je peux juste vous dire que c'est pas la morphine. » Et là, c'est un premier signe, un premier déclic qui est là. Mais j'écoute pas en fait, parce que je suis dans mon trip. Maintenant, il faut que je guérisse, il faut que je me remette. J'ai 3 enfants qui m'attendent à la maison. Il faut que je sois d'attaque. J'ai mon boulot qui m'attend. Entre-temps, je me suis mise à mon compte en tant que thérapeute parce que je suis un peu allée explorer cette sensibilité-là, mais en même temps en me disant, mais est-ce que je suis vraiment encore légitime? Et donc j'en suis là. Et quand je sors du CHUV pour faire 3 semaines de réhabilitation en cardiologie, à chaque fois qu'un infirmier rentre dans ma chambre, je peux ressentir, c'est comme des ressentis imagés, je ne sais pas si ça parle, ça, oui. que je sais je sais s'il a mangé quelques heures avant, je sais où il en est physiquement à l'intérieur de lui, je sais où il en est émotionnellement, et je sais ce qu'il vit dans sa vie. Et ça me fait tellement peur, parce que je me dis, mais je peux pas, j'ai pas le droit de regard, moi, là-dessus. Donc toutes ces infos qui t'arrivent dessus, en fait. Oui, puis de me dire, mais il m'a rien demandé, moi, je peux pas aller voir ça quelque part. Donc je ferme les portes. Ouais. Et je me dis, ça, je veux plus voir parce que j'ai le sentiment d'avoir de l'abus de pouvoir sur quelqu'un et c'est quelque chose je suis pas en accord avec ça. Ouais. Donc je vais fermer toutes les portes. Et suite à ça, j'ai plus de visites et par la suite aussi, je retrouve du monde, une vie sociale, enfin plus ou moins sociale, parce que à chaque fois que je vais voir du monde, bah évidemment qu'ils ont, comme c'est le début de l'été, j'ai des habits plus légers, on va voir ma cicatrice. Donc forcément, les gens sont très vite portés là-dessus. Je sens que ça gêne. Ouais. Et je sens que ça les renvoie à leur propre mort. Et qu'il y a un gros malaise. Donc là, depuis ce moment-là, tu comprends que ce n'est pas juste la morphine. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Et tu comprends comment que ça peut peut-être être une expérience de mort imminente? Alors je ne le comprends pas encore. Il me faut, je pense, 1 année, 1 année et demie depuis le moment de l'opération. Qui est vraiment bouleversée par énormément d'angoisse. Donc je me dis, ok, je suis en train de faire un stress post-traumatique, il faut que je trouve quelqu'un. Je contacte une psychologue pour faire de l'EMDR. Elle me dit, oui, mais moi je suis surchargée, revenez dans 4 mois, je ne peux pas vous prendre avant. Et je me dis, mais mince, à chaque fois que je suis dans un lieu où il y a du monde, j'ai des angoisses.
Et je me dis, ben oui, c'est moi. Mm. En fait, c'est parce que je vais pas bien, c'est parce que j'ai ce stress-là, et puis il faut que je travaille sur moi. Ouais. Et je vis comme ça pendant une année, donc ça devient à la limite de l'insupportable. J'ai plus envie d'aller dehors, j'ai plus envie d'aller au restaurant, parce qu'à chaque fois, je vais ressentir une sensation que je vais tomber au sol et que je suis pas bien. Mhm. Et je mets tout le temps ça sur c'est moi qui dysfonctionne. Ouais. Alors que c'est juste l'énergie de l'autre qui... Mais bien sûr, qui vient vers et toi. du lieu. Ça, il y a Mhm. les deux en plus. Donc Oui. voilà. Et un jour, alors que je suis vraiment en train de me dire, mais comment je vais m'en sortir, quoi? J'ai 3 enfants à faire grandir. Voilà, je fais quoi maintenant? Mhm. Et à la bibliothèque de mon village, je tombe sur un livre, sur un petit présentoir. Donc pour moi maintenant, avec le recul, c'était viens, prends ça, quoi. Mhm. Et ce livre, c'est L'au-delà sans peur. Et je me dis, bon, encore un livre de l'au-delà qui va me passer par-dessus. Mais au point où j'en suis, je le prends, on verra bien. Ouais. Donc je rentre à la maison avec ce livre, je me plonge dedans et waouh, c'est un autre monde qui est décrit. Il n'y a aucune couleur grise, il n'y a rien de lourd, il n'y a rien de sombre. Tout est amour, Mhm. tout est lumière, tout est confiance. Et là, je me dis, en fait, ça existe. Ouais. Et je commence à me dire, mais c'est bizarre parce que ce qu'elle écrit là, cet auteur, ça résonne tellement fort. Il faut que j'aille la voir. Mhm. Et il se trouve qu'elle est médium à Lausanne, donc je prends rendez-vous avec elle, en me disant, est-ce que c'est un charlatan, enfin la légitimité, blabla, etc. Et très vite, on fait une communication avec son guide. Et là, elle me dit des choses que même en farfouillant partout sur Internet, elle n'aurait jamais pu trouver sur moi. Mhm. Elle me parle de mon envie d'être infirmière au CICR. Donc ça, c'était un truc d'adolescence, mais personne ne le savait. Et je me dis, ok, donc en fait, la Miss, elle gère. Il y a Elle un est truc vraiment qui en se contact. passe. Mhm. Elle est vraiment en train de me dire des choses. Et là, elle me dit, Laurence, quand tu as été opérée du cœur, tu as fait une expérience de mort imminente. Et je lui dis, mais non, bien sûr que non, mon cœur, il ne s'est pas arrêté. Enfin, non, quoi. Enfin, au début, moi, je rejette ça en bloc parce que dans ma tête, c'est pas possible que ça me soit arrivé à moi. Ouais. Et les mots qu'elle utilise, et le ton et l'énergie qu'il y a dans la pièce à ce moment-là, mais en fait, ça me fait encore des frissons là d'en parler. C'est une révélation, enfin, ça me bouleverse, quoi. Mhm. Parce que c'est là, en fait. Ouais. Et cette opération, c'était pas une punition. Au final, c'est un cadeau qui est... Enfin, aujourd'hui, pour moi, c'est un cadeau parce que ça me révèle à ce monde-là et surtout, mais ça me donne la clé qui dit, mais vas-y, Mhm. c'est ouvert, en fait. Ouais. Et surtout cette image que ça peut être joyeux et positif, contrairement à ce que tu avais plus petite. Ça va tout casser les croyances d'enfance. Mhm. Et ça me reconnecte avec cette lumière des soins intensifs. Et là, j'appelle le CHUV. Je demande les soins intensifs et je leur dis, vous avez bien une chambre avec des fenêtres? Et ils me disent, non, non, la seule chambre qui a une fenêtre, et la fenêtre qui est fermée, elle donne sur une cour intérieure. On n'a aucune baie vitrée, madame. Mhm. Et là, je me dis, mais en fait... En fait, toute cette lumière n'avait rien à voir avec la lumière extérieure. C'était non. clairement le monde spirituel. Oui, c'était un aller-retour dans l'au-delà. Mhm. Et, ou une visite, je ne pourrais pas dire là maintenant, mais à ce moment-là, je me dis, mais en fait, j'y ai droit. Mhm. Et tout le monde, ça remet complètement les croyances à plat, de se dire, mais en fait, qu'on soit simple maman ou qui qu'on soit, Mhm. mais c'est accessible en fait. Ouais. Et puis ça me change ma vie. Ouais. Et tu as surtout l'image de la lumière. Est-ce que tu as eu d'autres choses Oui. dans ce moment-là? J'avais une présence qui était dans cette lumière et qui, pendant longtemps, il m'a fallu, il n'y a que 2 ans en arrière où j'ai réalisé qui c'était. Mhm. C'était ma grand-mère paternelle qui était là et qui veillait au grain. Et donc il y avait ça et il y a cette sensation d'amour inconditionnel. Ouais. Et puis ça, c'est... Alors le revers de la médaille, c'est qu'il y a des moments où tu as juste envie de replonger là-dedans puis de retrouver cette même intensité. Et alors si j'ai pu m'en approcher par des moments de transe ou de méditation profonde, c'est pas tout à fait la même chose. Donc ça reste un instant T si tu veux, mais le souvenir, les vibrations et l'énergie de ce moment, c'est toujours là, c'est vivant. Mhm. Et puis il suffit d'en parler pour que ça fasse remonter toute cette énergie-là. Ouais.
Et puis je peux aussi surtout la partager. Mhm. Et puis c'est là où ma vie en fait devient un cadeau, c'est de se dire mais moi qui ai longtemps cru que je valais rien à ce niveau-là et puis que c'était pas pour moi, mais en fait bien sûr, c'est pour tout le monde. Ouais. Ouais. Et T'as le puis droit aussi de recevoir ça, puis de sentir ça. de le ressentir, de l'accueillir, de l'honorer, parce que ça c'est vraiment un besoin au bout d'un moment, parce que ça fait partie de ta vie Ouais. et tu as besoin de le partager. Ouais, complètement. Depuis ce moment-là, tu as l'impression que ça t'a ouvert, bon déjà ça t'a ouvert pour toi-même, mais aussi par rapport aux gens, ou que tu fais de la thérapie. Alors pas tout de suite, parce qu'il y a encore ce côté, oui mais en fait, qui va me croire? Parce que le coup de la lumière blanche et de l'amour inconditionnel, Ouais. c'est un peu, ça pourrait être pris comme quelque chose de complètement bateau. Et en fait, je me rends compte qu'il suffit juste d'en parler comme je l'ai vécu à l'intérieur pour que ça résonne en face. Et que même si ça met certaines personnes dans le doute, c'est pas grave. Il y a une petite graine qui est plantée quelque part. Oui. Et puis là, ça fait rejaillir en moi tout ce souhait d'entrer en contact avec le monde des défunts. Et j'avais eu une entrée en contact vers 14 ans. J'étais entrée dans une église et en montant les escaliers pour rejoindre l'orgue, il y avait une femme qui jouait au piano. Et le temps d'écarquiller les yeux, il n'y avait plus personne. Ouais. Donc là, il y avait déjà eu un contact, mais très beau. Et de nouveau, à me dire, mais non, mais ça, tu sais pas faire, Laurence, de toute façon. Et cette médium que je suis allée rencontrer me dit, mais écoute, moi, je propose des week-ends de formation en médiumnité. Si tu le souhaites, bah viens, tu verras bien. Et j'y vais un peu à contre-cœur en me disant, enfin pas contre-cœur, mais avec une appréhension, en me disant, bah, est-ce que je vais être capable? Est-ce que vraiment on peut entrer en contact avec ce monde-là? Qu'est-ce qui me dit que c'est pas moi qui vais me faire un film? Et puis après, comment est-ce que je vais en parler aux autres? Parce qu'il y a toujours ce regard extérieur qui peut être extrêmement jugeant. Et je suis pas à l'aise avec ça à ce moment-là. Les questions que plein de personnes se posent en fait, avant de commencer un cours de médiumnité. C'est ça, exactement. Et de se dire, mais en fait, ils vont tous être à ce niveau-là et moi, je vais arriver, je serai la seule qui est jamais connectée avec un défunt. Et puis, est-ce que je vais me faire des amis? Enfin, il y a 15 000 questions et j'ai vraiment l'impression que c'est la première fois que je vais à l'école, quoi. Donc, j'arrive là à ce week-end et en fait, je me retrouve entourée de gens qui ont exactement les mêmes interrogations, qui ont plus ou moins, certains, pas d'autres, le même vécu, qui sont là pour les mêmes raisons. Et juste ça, ben, ça crée un sentiment d'appartenance. Tu te rends compte que tu as une famille, que tu as une vraie sécurité qui est là, et que ça, plus jamais, ça va bouger. Donc ça devient un socle extrêmement important. Et au moment où j'arrive à faire ma première communication avec un défunt et que je vois à quel point la personne en face de moi est touchée, je me dis, mais en fait, c'est juste tellement simple, quoi. Mais pas simple à regarder ça de haut, simple parce qu'il suffit juste d'y aller avec son cœur et puis d'ouvrir et d'accueillir, en fait, parce qu'ils attendent que ça de l'autre côté. C'est ça. Et puis ça te ramène aussi à cet amour inconditionnel que tu as capté tout le temps. Avec cette opération. Et là, tu as la joie qui est là tout le temps, en fait. Donc, cette médiumnité qui s'ouvre, c'est pas que de la médiumnité, c'est une rencontre avec soi. Alors, en fait, ce week-end, enfin, ces week-ends de formation, parce que c'est plus de... Pour moi, c'est pas de la vraie formation, c'est de la vie. Ça vient me montrer que c'est comme un instrument de musique. Tu as envie de jouer de la guitare, tu vas prendre des cours de guitare, et alors, tu auras peut-être besoin de travailler plus ou moins, mais de toute façon, tu vas savoir jouer de la guitare. Et pour moi, la médiumnité, c'est ça. C'est pas quelque chose qui est inaccessible ou réservé à des gens qui sont dans le mérite ou dans une posture sociale. Pas du tout. C'est ouvert à tout le monde. Et avec plus ou moins de travail, en fonction peut-être de la sensibilité. Il y a peut-être des gens pour qui c'est très naturel tout de suite. Puis, comme le piano ou la guitare. Exactement. Et d'autres qui devront apprendre un peu plus pour que ça donne le même résultat. Oui, mais en étant convaincu que le résultat est de toute façon là, parce que c'est quelque chose qui se fait avec le cœur. Ouais. Et qu'on a tous cette partie au fond de nous. Mais moi, je visualise à chaque fois une grande orgue quand on me parle de ça, avec plein de tuyaux. Et pour moi, c'est évident qu'on a tous ces tuyaux-là à la base, et qu'on choisit ou pas de les ouvrir et de les travailler pour affiner ce qui se passe dans la connexion, en fait. Ouais.
Ouais. C'est juste une question de choix. Bon, là, sur le coup, c'était plus vas-y maintenant. Mais c'est ouvert à tout le monde. Donc tu sens un peu comme moi que c'est une histoire beaucoup de motivation, de persévérance pour arriver à toucher ça. Oui, puis d'entraînement. Mhm. Et puis oui, il y a des jours où ben, on aura moins d'informations parce qu'on ne sait juste pas un jour où ça se passe peut-être super naturellement. Il y a un jour où on va être plus fatigué, il y a un jour où on va être plus réceptif. Et puis c'est pas grave. Ouais. Et maintenant, il y a vraiment pour moi une proposition d'alliance entre ces deux mondes. Et je trouve ça tellement beau de pouvoir l'honorer. Mhm. Donc Ouais. c'est ça que moi que j'ai envie de partager en fait. Ouais. On n'est pas que certains médiums, on est tous dans cette ouverture-là. Et plus on va pouvoir partager ça, mais plus ça va nous élever et ça va nous permettre de partager des moments. C'est ça, et puis ça va donner aussi envie aux autres, Ouais. peut-être de se découvrir eux-mêmes. En tout cas, moi, c'est un truc qui me motive beaucoup dans mon travail. C'est pas juste de le faire pour les autres. Non, c'est tu peux pas. c'est que chacun puisse être autonome dans cette connexion-là, en fait. Oui, et plus tu es autonome, plus tu te nourris, plus tu grandis, plus tu t'expanses Mhm. et plus tu donnes et plus tu reçois. Enfin, Ouais. Tu as un peu la même vision que moi, j'ai l'impression, par rapport à ce monde spirituel qui est finalement très joyeux oui. aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses de tout ce qui est un peu négatif? On parle de choses, du diable, de choses comme Oui, ça. alors évidemment que j'ai vu pas mal de films d'horreur Mhm. à l'adolescence. J'ai été très impactée par Ghost, où on a Whoopi Goldberg qui entre en transe et qui devient complètement cinglé. Ouais. Et en fait, je me rends compte que tout ça, c'est une forme de science-fiction pour moi aujourd'hui. Mhm. Pour moi, ce lien avec le monde spirituel, mais c'est un choix. Vers quoi est-ce que je veux aller? Est-ce que je veux aller, moi, vers des zones que je pourrais croire glauques? Et mon choix, c'était vraiment, je reste dans ce qui est amour. Mhm. Et à partir de là, il m'est jamais arrivé d'avoir une mauvaise rencontre où on m'a dit oui, mais le bas astral. Non, moi, j'entre même pas en matière. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est d'apporter quelque chose à la personne qui vient me voir par le biais d'un défunt, d'un guide ou d'un ressenti. Et ça suffit pour rester dans quelque chose de très positif, de très joyeux, comme tu dis, de très lumineux Ouais. et de non jugeant. Et c'est ça que je trouve beau. Ouais. Oui, c'est pas des ordres, des choses Jamais. qu'il faut faire, c'est des ouvertures en fait. Et c'est souvent ce qui fait craindre les personnes qui veulent venir pour un contact avec un défunt la première fois, c'est « oui, mais moi j'ai peur qu'on m'engueule ». Mais jamais, Non. parce que la personne de l'autre côté, elle est dans la lumière, elle a fait son chemin, il n'y a plus d'émotion et de ressentiment, il y a de l'amour et de la bienveillance. Ouais. Et c'est ça que je trouve sublime quand quelqu'un vient faire un contact avec un défunt, c'est qu'elle est en contact avec cette partie-là et que ça guérit en fait. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. J'ai jamais eu un seul défunt qui était pas content, qui voulait engueuler la personne. C'est jamais arrivé. Non. En tout cas, moi, de mon expérience, ça fait 10 ans que je fais ça, j'ai jamais vu ça. Ça, et c'est souvent plutôt des encouragements, des messages bienveillants, des réponses ou des guides à des questions, mais jamais un ressentiment parce qu'ils ont fait leur chemin de leur côté, Ouais. que nous, on n'a pas forcément fait du nôtre. C'est ça. Et puis comme tu dis, il n'y a plus l'émotionnel. Moi, Non. ça, je ressens très fort. Donc tout ce qui était, je sais pas, jalousie, il n'y a plus rien de tout ça. Non. C'est comme si c'est évaporé. Il y a des souvenirs qui remontent, il y a peut-être parfois comme des... Enfin, moi, je ressens très fort les vibrations Oui. sur lesquelles j'essaie de mettre des mots. Donc, j'aurais des sensations, vibrations plus ou moins lourdes, mais même... Et apparemment, j'attire plutôt ce genre de défunts-là. C'est des défunts qui se sont suicidés ou qui sont morts de mort violente. Il n'y a jamais ce que moi je croyais, il n'y a jamais des images ou des sensations de violence, jamais. Ouais. Ça reste très, très neutre. Et si toutefois le défunt avait encore un message à faire passer, c'est vraiment de manière très harmonieuse. Ouais. Donc tu parles des suicides, typiquement, si tu en as régulièrement des gens qui sont partis comme ça. Oui. Est-ce que tu sens un problème pour eux par rapport au suicide ou pas spécialement? Non, parce qu'à ce moment-là, ça semble être la seule porte pour eux pour quitter cette souffrance qui est devenue insupportable, même malgré tout l'amour dont ils sont entourés, c'est pas suffisant. Ouais. Et ils sont dans un tel moment de vide qu'il n'y a plus de sensation de ce qu'ils pourraient recevoir. C'est ça. Il n'y a pas d'autre piste, en fait. Non, à ce moment-là, il n'y en a pas. Alors souvent, après, j'ai entendu... Ben oui, je ne me suis pas rendu compte de ce que ça allait avoir comme impact à l'extérieur, mais à ce moment-là, le moment de souffrance est tellement intense qu'il ne peut pas y avoir cette conscience-là. Ouais.
Et puis ça, quand les personnes qui viennent consulter l'entendent, mais c'est déjà une guérison énorme, quoi. Parce que c'est pas de leur faute. Ouais. Souvent, on dit que les personnes suicidées, tu as déjà entendu, qui sont coincées à quelque part, enfin que c'est difficile pour eux. Et Non. moi, j'ai pas l'impression que parce que quelqu'un s'est suicidé, il est moins bien qu'une mort naturelle. Parce qu'on dit que ces gens qui se sont suicidés, ils n'ont pas fini leur incarnation, donc ils vont rester... Et en fait, j'ai jamais eu affaire à des gens comme ça. Au contraire, c'est une décision qui marque la fin de leur incarnation à un moment donné. Mais ils sont... Alors, bien, ce serait peut-être pas un mot qui est juste aligné, mais ils sont en paix avec ça. Eux, ils sont morts de cette façon-là. C'est ça. Et... Point. Oui. Il n'y a pas besoin de... Ça, c'est nous, avec le mental humain, on va chercher plus loin. Complètement. À se faire des films, à se torturer. Et en fait, non, je suis partie de cette façon-là. Aujourd'hui, je suis OK avec ça. Et je suis désolée que tu en payes le prix de la culpabilité, parce qu'en fait, il n'y a pas de culpabilité. C'est ça. Il y a juste un choix à un moment donné. C'est ça, la personne a fait le maximum jusqu'où elle pouvait, puis quand on peut plus, ben on peut plus. Il n'y a pas de jugement à dire c'est bien, c'est pas bien. Non, de toute façon. C'est son choix et voilà. Après, pour ceux qui restent, au niveau émotionnel, il y a un gros travail. C'est là que c'est compliqué. Mais ces gens-là peuvent être accompagnés, et puis je trouve que c'est là où de pouvoir avoir une communication avec un défunt, il y a un côté guérissant. Parce que quand tu as réussi à faire reconnaître le défunt à la personne et qu'elle sait que c'est lui, parce que ça arrive, enfin tu le sais, par un mot que tu aurais dit, ou une tonalité, ou un brin d'humour, ou quelque chose, il y a une paix qui s'installe, et il y a une compréhension qui sont là. Et je trouve que ça, c'est le 50% du boulot, quoi. Oui, c'est vrai. Ça va déjà dans le deuil beaucoup plus vite. Et ouais, comme tu dis, ça propulse... vraiment dans quelque chose de... Ça t'aide à avancer, puis à dire en fait, quoi que j'ai pu faire, même si j'avais été là à ce moment-là, même si j'avais pu dire ça, mais ça aurait rien changé. Et l'acceptation, elle se fait... Alors, il y a quand même un travail d'acceptation, mais il se fait quand même peut-être plus facilement, mais enfin... Oui, ça s'intègre plus vite dans les cellules, on pourrait dire. Il y a une ouverture à ça, Il y a moins de zones de dépression, de tristesse... Parce que dès qu'on ressent un défunt, même par le biais d'un médium, si on le sent vraiment, moi je suis convaincu que la personne le sent aussi. Quelqu'un qui vient chez moi ou chez toi... Elle sait que c'est juste. C'est ça. C'est pas juste nos mots. Non. Il y a un alignement qui se fait. Il y a une vibration qui passe. Ça. Puis tout le monde est en phase à ce moment-là, et puis ça vaut plus que 1000 mots en fait. Exactement. Que tous les médicaments du monde. Oui, ça va au-delà de tout ça. Et c'est ça que je trouve beau, et c'est aussi en ça que c'est un cadeau d'être hypersensible. C'est de pouvoir recevoir cette vibration ou cette vision, enfin ça dépend des sens que tu développes à l'intérieur de toi, et de pouvoir passer à la personne en lui disant mais regarde ce qu'elle a pour toi. Et puis juste ça, c'est... Donc aujourd'hui tu le vois comme du positif, cette hypersensibilité pour toi? Je pense même plus c'est une nécessité, et je suis convaincue qu'en fait chaque hypersensible ou chaque personne qui a même ne serait-ce un peu beaucoup de sensibilité, elle a de toute façon à l'intérieur d'elle un don ou un talent qu'elle n'a pas encore exploré. Et je pense que c'est aussi notre mission d'incarnation, si je peux parler comme ça, c'est si tu as cette sensibilité-là, c'est que tu as quelque chose à en faire. C'est en tout cas pas une honte ou un problème à régler ou un dysfonctionnement, c'est une joie en fait. Voilà. Et on n'a jamais fini, hein, mais... Non, c'est clair. Peut-être qu'une vie, ça ne suffira pas, mais on va dans ce qu'on peut au maximum, et c'est ce qui compte. Et pour moi, aujourd'hui, le message, ce serait mais honorer sa sensibilité, parce qu'elle ne nous est pas tombée dessus pour rien, par hasard, par erreur, ça n'a rien à voir avec ça. Avec la sensibilité, il y a quelque chose du niveau du don et du talent, et de quelque chose à faire avec ça. Alors, vers quoi on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Donc c'est ce que tu aimerais conseiller à quelqu'un qui nous écoute, qui est peut-être hypersensible, qui est un peu perturbé, ou qui est juste très sensible. T'aimerais dire qu'il y a quelque chose à faire avec ça? Oui, que c'est normal, enfin que c'est une bénédiction en quelque sorte, et que c'est pas on est en dessous, on est à côté, on est mal, on est au mauvais endroit, pas du tout. On est au bon endroit, mais on n'a juste pas la conscience de ce qu'on peut en faire. Et je suis sûre qu'on a tous quelque chose, on n'est pas tous obligatoirement censés devenir médium, mais on a quelque chose à vivre de ce talent-là. Ça peut être de la cuisine, mais peu importe.
Le côté artistique, il y a beaucoup de gens sensibles qui sont vraiment dans l'artistique, dans l'intuition pour faire des choses. Oui, exactement. Sans forcément être thérapeute. Oui, ça même va un aussi très chanteur qui va faire passer un message. Voilà, donc pour moi, il n'y a juste aucune porte fermée. C'est juste aller ouvrir sa petite porte puis s'accueillir avec sa sensibilité, quoi. Oui. Tu aurais peut-être un dernier conseil si quelqu'un est toujours dans cette sensibilité mais qui est complètement paumé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions. Allez, peut-être que toi, tu as aussi une période, moi j'ai aussi eu ma période, où au fait, tout d'un coup, dans la tête, ça explose, on a envie de faire plein de choses, puis on ne sait plus vers quoi aller. Est-ce que tu aurais un conseil à donner? Le conseil que j'essaie d'appliquer aujourd'hui, mais que j'arrive pas encore toujours, c'est de s'arrêter. Et tu le disais très bien dans une de tes vidéos, c'est faire silence. Parce que quand tu vas voir sur Internet tout ce qui se passe, oh ouais, c'est génial, il y a une mine d'or. Mais ça te disperse davantage. Et de prendre le temps et le courage d'aller voir dedans, mais en fait, c'est quoi qui m'appelle? Je suis où, moi? Alors oui, ça demande du courage, mais on n'est pas seul. Et demander, pour moi, c'est ça, cette espèce d'alliance dont je te parlais avant, c'est s'allier avec le monde spirituel, puis dire, mais voilà, moi maintenant, j'ai envie d'avancer, venez m'aider, montrez-moi. Il y a un peu des deux. Ouais, se connecter avec le monde spirituel pour avoir des intuitions plus claires. Puis finalement trouver la piste, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il faut du silence, il faut un peu de calme. Il faut du temps. Sans calme et sans silence, j'ai l'impression que c'est plus compliqué. Ça reste un peu en surface. Et puis oui, c'est difficile de descendre à l'intérieur de soi, puis d'oser aller voir les choses en face. Mais qu'est-ce que c'est beau. Complètement. Merci en tout cas pour ton temps, pour ton partage. Avec plaisir. Merci à tous ceux qui ont écouté cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un petit pouce si ça résonne chez vous. Vous pouvez aussi nous dire dans les commentaires si ça vous parle. Il y a peut-être des bouts de son parcours qui résonnent particulièrement. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.